Salut tout le monde, pardon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de NXT avec l'épisode du 16 janvier. Du coup la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Donc j'ai vu l'épisode, un épisode qui était plutôt sympa. D'ailleurs j'aime beaucoup l'association Braun Breaker, Baron Corbin. Je pensais honnêtement que ils allaient avoir plus de mal à mettre leur ego de côté et finalement ils ont plutôt bien géré en équipe. Franchement pour moi c'est sûrement celle qui a le plus de potentiel de gagner. Voilà, notamment ce qui va se passer dans cet épisode au niveau des Trick Williams qui fait que pour moi, soit Trick Williams va gagner le tournoi par équipe, soit il va le perdre et peut-être gagner la ceinture NXT. Mais si il a réellement deux matchs à faire à Vengeance Day, pour moi, c'est obligé qu'il peut pas gagner les deux. Ou alors, ce serait totalement abusé. Parce qu'encore, tu prends un mec comme de la stature d'Obafemi, tu vois, un mec bien costaud, bien puissant, tu lui fais gagner deux matchs dans une soirée. Tu dis, à la limite, ça peut passer. Mais un mec comme Trick Williams, qui prend souvent cher et qui s'en sort sur les fins de match, notamment Iron Survivor Challenge, tu te dis, un mec comme ça, il peut pas survivre à deux matchs dans la soirée, surtout face à des mecs, parce que je suis quasiment sûr que Braun Breaker et Baron Corbin seront en finale, et en plus, après, il y a Dragunov. Tu te dis, un mec comme ça, il peut pas gagner les deux matchs contre des mecs comme ça, quoi. Bref, en tout cas, c'est mon avis personnel. Euh, pour moi, Trick Williams, soit il deviendra champion NXT, soit il deviendra challenger euh, au titre par équipe en gagnant notamment cette coupe de la Dusty Road Classic. Bref. Du coup, voilà. En tout cas, l'épisode précédent était vraiment bien. Pas le meilleur épisode, mais c'était un bon épisode. En tout cas, je passais un bon moment. Et après, bah, voilà, les jours qui ont suivi tout le week-end, j'étais très occupé, donc pas le temps de tourner une vidéo. Et, et c'est pour ça qu'il y en a pas eu. Et je pense que quand ça arrivera à nouveau, parce qu'il y a des chances que ça arrive à nouveau, puisque bah, souvent les fins de semaine, c'est le moment où je suis le plus pris que les débuts de semaine. Mais malheureusement, les épisodes, on les a qu'en fin de semaine. Euh, Si ça arrive à nouveau, je pense que je vous mettrai mon résumé avec mon avis dans la partie communauté. Je pense que ça peut être une bonne idée. Euh, voilà. En tout cas, je pense que ce sera comme ça à l'avenir. Bref. Du coup, on va maintenant parler de cet épisode d'aujourd'hui. Donc, je suis désolé, l'intro est un peu longue. Hein, si vous voulez skipper, skipper l'intro. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, un épisode où, en gros, je me suis tout fait spoiler, tous les résultats, parce que hier, il y avait des problèmes techniques sur le network qui m'ont passablement saoulé, hein, pour être honnête. Euh, En plus, je m'étais levé très tôt, alors pas volontairement, c'est juste que j'arrivais pas à dormir, mais du coup, j'étais levé très tôt. Vers 9h, 9h30, je me dis, allez, en général, dans ces heures-là, il y a déjà l'épisode, entre 9h et 10h. Donc j'y vais, la joie qu'il y a l'épisode, je me dis super, je clique dessus, boum, le truc qui disparaît de l'écran. Et au début, je faisais ça sur ma PS4, parce que c'est quand même mieux de regarder des programmes sur une grande télé. Et vraiment, je le fais, le truc qui disparaît. Je me dis, bah merde, je retente, le truc qui disparaît à nouveau. Je vais dans la catégorie NXT, l'épisode il n'existe pas. Je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais sur mon PC, je vois l'épisode, pareil, je clique sur le watch, je sais plus quoi, je sais plus comment c'est le terme, mais je clique, et là, boum, le truc il disparaît, ça met une photo de Cody Rhodes. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ok, je pars, je reviens, je reclique, boum, voilà. Ça me remet Cody Rhodes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et désolé pour le petit bruit, c'est parce que j'avais perdu Internet qui vient tout juste de revenir. Euh, et du coup, pareil, à nouveau, je vais dans la catégorie NXT. Et dans la catégorie NXT, l'épisode n'était pas là. Et je retente 2-3 heures après, le temps du midi, vers le midi, je me dis, tiens, je vais me regarder ça en mangeant. Ça me refait la même, l'épisode toujours pas dispo. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je regarde les épisodes le matin, et parce que souvent le jeudi après-midi, j'ai des conférences, j'ai des soirées avec les potes, donc souvent je regarde l'épisode le matin et je registre la vidéo le lendemain matin. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là j'ai pas accès à l'épisode? Et du coup, l'épisode j'ai pu le voir que
le soir vers 20h, 20h30 au moment de manger le soir. Au final, je voulais regarder en mangeant le matin, soit pendant mon déjeuner, souvent c'est ce que je fais. Après, je me suis dit, je vais regarder ça pour manger pendant le midi. Au final, j'ai pu regarder que le soir. Ça m'a saoulé. Du coup, j'ai vu tous les résultats, ce qui fait qu'en fait, l'épisode, j'ai eu aucune surprise quand je l'ai regardé. Ça, faut l'avouer, j'ai eu aucune surprise en le regardant. Mais par contre, c'était un bon épisode. Donc, je vais quand même revenir sur quelques petits détails à droite à gauche, bien entendu. Hein, comme vous le savez, je suis assez pointilleux sur certaines choses, voilà. Mais dans la globalité, malgré le fait de m'être fait spoiler tous les résultats, que j'ai pas pu regarder l'épisode comme j'en avais envie et que j'étais super énervé quand j'ai pu lancer l'épisode, au final, j'ai passé un bon moment devant cet épisode et on va enfin pouvoir en parler. Du coup, l'épisode, il ouvre sur un match du premier tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament avec Carmelo Hayes et Trick Williams contre Malik Blade et Edris Enofé. Match qui a été vraiment sympa, avec quelques approximations, hein. Je sais plus si c'est Malik Blade ou Edris Enofé qui a failli se blesser avec un saut à l'extérieur, et qui va notamment se rattraper. euh, Lui, il va pas se rattraper, mais Trick Williams va réussir à rattraper le truc euh, plutôt bien, donc heureusement pour les gars. Et on a remarqué que, alors je sais plus comment s'appelle celui qui avait le pantalon, on voit tellement peu Malik Blade et Tassenofé que je me souviens plus duquel est lequel, mais celui qui avait le pantalon a du coup été clairement une ref à Dusty Rhodes, donc ça c'était plutôt sympa, un peu même rêve que Seth Rollins avait fait lors d'un de ses matchs contre Cody Rhodes, avec le pantalon à pois là, jaune et noir. Euh, et voilà, le match était sympa. On a des voltigeurs dans les deux équipes. Moi, je kiffe les voltigeurs. C'est hyper impressionnant. Ça vole de partout. À quelques moments, on peut croire que Malik Blade ou Idris Enofé puissent gagner, même si honnêtement, dans ma tête, pour moi, c'était impossible parce que en face, t'as Carmelo Hayes et Trick Williams. Ça veut dire tout le monde quasiment est dans le train de la hype de Trick Williams, sauf moi. En tout cas, moi, je suis pas dedans. J'aime bien Trick Williams, mais pas au point d'être un gros fan. Je préfère de très loin Carmelo Hayes. Mais encore une fois, c'est un avis personnel. Euh, mais dans tous les cas, c'est un très bon match. En termes d'opener, c'était une très bonne idée. Et du coup, on aura une victoire avec un gros travail par équipe de Melo et Williams, avec justement le codebreaker de Carmelo Hayes, suivi du coup de genou de Trick Williams, qui j'ai trouvé était pas... Franchement, ce finisher, faut le changer. Honnêtement, faut le changer ce finisher parce qu'il est vraiment mauvais. Le coup de genou dans le visage, en fait, il est mauvais parce que Trick Williams, à ce moment-là, il est dans les airs. Ce qui fait que techniquement, quand il est dans les airs et que qu'il, comme là, frappait un adversaire qui ne bougeait pas, en fait, le coup a zéro impact. Je veux dire, moi, je fais de la boxe. euh, les coups, ils ont de l'impact justement parce que tu es ancré dans le sol et que tu envoies de la puissance. C'est ça qui fait qu'il y ait de l'impact. Ou sur un coup de pied retourné, à la limite, tu peux mettre un petit peu de puissance, mais t'en auras jamais autant que lorsque tu es vraiment au sol et que tu envoies un coup de poing ou un coup de pied. Et là, sur son coup de genou, c'est un coup de genou où il se propulse en l'air avec le genou en avant. Tu as 0 puissance quand tu fais ça. Avec comment ça s'appelle? Au Iron Sword Challenge, sur Braun Breaker, ça marchait bien parce que Braun Breaker, il fonçait à toute vitesse pour envoyer le spear. Donc là, le fait que le coup de genou l'ait mis KO, c'est normal, hein, tu es à pleine vitesse, tu te prends un genou dans la gueule, même si le genou il est pas propulsé vers toi, automatiquement tu souffres. Mais sur des adversaires statiques comme ça, le coup de genou, il n'y a aucun impact et honnêtement, moi ça me dérange. Le finisher de Trick Williams, il me dérange. Je sais plus ce qu'il avait. Je me demande s'il avait pas un coup de pied retourné pendant un temps qui, du coup, pour moi, était beaucoup mieux. Parce que sur un coup de pied retourné, tu as le mouvement du corps qui envoie justement de la puissance dans le coup de pied. Euh, Nous, à la boxe, on a un enchaînement justement où t'envoies un, en gros, t'envoies un chassé avec une de tes jambes
et au moment de reposer le pied au sol, en fait, tu repars en fouetté, et en fait, le fait d'avoir un mouvement de bascule au moment de reposer ton pied, en fait, ça te donne de la puissance à ton coup de pied fouetté. Bref, pour ceux qui font pas de boxe française ou de kickboxing, ce genre de choses, les mentions de chasser ou fouetter vous viendra pas. Mais globalement, dans l'idée, dites-vous que quand tu donnes un coup de pied et que tu reposes ton pied au sol pour renvoyer le deuxième, ben le mouvement du bassin en fait envoie de la puissance, et c'est un peu le cas aussi avec un coup de pied retourné. Le mouvement du corps donne de la puissance dans ton coup de pied. Donc les coups de pied retournés, ou un peu comme font également des Lola Vice, des Lyra Valkyria, là ça marche bien parce que le mouvement du corps amène de la puissance, même si on sait qu'ils donnent pas des vrais coups, hein. Mais tu sens quand même qu'il y a un impact quand ça arrive. Là, avec ce coup de genou là, il n'y a pas d'impact, et moi ça me dérange. Je demande pas à ce que les mecs ils se mettent des gros coups dans la gueule, mais que tu as quand même l'impression qu'il se passe quelque chose quand le finisher est donné. Parce qu'encore, ce coup de genou serait juste un coup comme ça dans le match, bon, ça me dérangerait pas. Mais en finisher, euh, je suis désolé, Trick Williams, hein, je t'aime bien, mais je trouve que ton finisher est nul. Ensuite, on a eu Lyra Valkyria et Tatum Paxley contre Lola Vice et Elektra Lopez. Alors, j'ai beaucoup aimé Tatum Paxley pendant ce match, parce que déjà, elle s'est ramenée avec la même tenue que Lyra Valkyria. Pardon, j'ai des haulkers. Elle s'est ramenée dans la même tenue que Lyra Valkyria. Elle a pris la pose, mais à l'inverse de Lyra Valkyria. Et en vrai, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, imaginez, les deux, elles se collent côte à côte. C'est comme si tu faisais la fusion dans Dragon Ball, ou comme font les Coréens, là, où ils te mettent la moitié de la main, et puis les autres, ils la rapprochent, et hop, ça fait un cœur. Je me suis dit, en fait, la pose de Lyra Valkyria, avec dans les personnes dans les deux sens différents, en fait, si tu les rapproches, ça fait quasiment un cœur. Je me demande si c'était pas une volonté, justement, de Tatum Paxley de faire exprès de faire dans le mauvais sens, parce que techniquement, quand tu copies ton idole, tu te trompes pas de pose, enfin tu trompes pas le sens de la pose, quoi. Mais moi, elle m'a trop fait marrer quand Irakia fait son coup de pied, enfin son plus sorte de drop kick là dans les cordes, où elle saute à travers les cordes pour frapper l'autre à l'extérieur. À un moment, t'as Tatum qui fait la même chose sur Lola Vice, qui était juste en train de marcher à l'extérieur, et puis qui a l'air toute contente parce qu'elle a fait la même prise que son idole et tout. Enfin, franchement, Tatum, moi j'adore dans ce rôle-là. Je trouve qu'elle est excellente. Euh, Avant, j'aimais pas Tatum Paxley parce que elle servait à rien, hein, faut le dire, hein. Elle était tellement mal bookée que Tatum Paxley, elle servait à rien. On l'avait revu vite fait aider Blair Davenport, et puis d'un coup, boum, elle a disparu. On voyait que Blair Davenport. Mais là, l'idée d'en faire une sorte de fan harceleuse de Lyra Valkyria, franchement, j'adore. Elle est à fond dans le personnage et c'est absolument génial. Donc vraiment, gros plus pour Tatum Paxley, qui fait que juste avec ce personnage-là, bah, je l'adore. Franchement, j'adore. Le match en lui-même, il va être bien. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, Elektra Lopez, malheureusement, elle va pas nous montrer tant de choses que ça. Lola Vice, c'est vraiment cool, hein. J'ai hâte de voir Lola Vice cash in son contrat. Imaginez si on a là Obafemi champion, alors qu'il n'est pas là depuis hyper longtemps, et qu'on a une Lola Vice championne qui est pas là depuis non plus hyper longtemps, ce qui serait pas déconnant, hein, si la compagnie croit vraiment en Lola Vice. Ils ont bien donné le titre à Tiffany Stratton, qui est là depuis pas si longtemps que ça, hein. Je crois qu'elle avait mis, je sais plus si c'était sur Instagram ou si c'était une promo, enfin une vignette sur un épisode d'NXT où il racontait qu'elle était là que depuis 2 3 ans, peut-être 4 ans max. Enfin, c'est quand même assez peu, hein, pour quelqu'un qui devient championne. Donc, Tiffany Stratton a une carrière très courte pour l'instant, et pourtant elle a déjà été championne d'NXT. Donc, si la compagnie croit vraiment en Lola Vice, elle peut cash in et devenir championne cette année. Vous trouverez ça trop kiffant parce que j'adore Lola Vice. Euh, et voilà. Mais au final, le finish du match, il m'a fait un peu rire parce que c'est un finish un peu à la R-Truth qu'on dit Didi McDonough dans la stipulation, le perdant quitte le Judgment Day, puisque c'est une victoire non voulue, enfin non, oui, non voulue,
même si je pense que la personne qui gagne est quand même content. Mais en gros, le truc, c'est qu'il y a Lyra Valkyria qui a mis KO Elektra Lopez, je ne sais plus comment. Euh, du coup, il y a Lola Weiss qui, elle, veut envoyer son coup de pied retourné sur Lyra Valkyria, mais au final, c'est Tatum Paxley qui se prend le coup de pied retourné. Ensuite, Lyra envoie Lola Weiss dehors, les deux se battent à l'extérieur du ring. Sauf que le truc, c'est que dans le ring, t'as Elektra Lopez qui était, mince, comment on appelle ça, euh, qui était la catcheuse légale, voilà, dans le ring qui était KO, et t'avais aussi Tatum Paxley, qui était tombé sur Elektra Lopez, qui était également la catcheuse légale, et qui était KO. Ce qui fait que l'arbitre, bah, il voit Tatum sur Elektra, il commence à compter 1, 2, 3, hop, victoire de Tatum Paxley et Lyra Valkyria, alors qu'en fait, sans le vouloir, en fait, c'est Lola Weiss qui a fait perdre son équipe en mettant Tatum KO sur sa partenaire. Enfin, bien sûr, elle l'a pas fait volontairement, mais franchement, le petit finish, je l'ai trouvé marrant. Je le trouvais vraiment marrant. Voilà, c'est assez original comme finish. Bon, comme je dis, ça fait un peu penser à R-Truth qui était KO dans le coin et qui va faire tomber Didi McDonough à travers la table et en étant toujours KO, allongé sur un Didi, va gagner le combat. Ça me fait un peu penser à ce genre de finish, mais honnêtement, moi je trouve ça vraiment sympa. Ça change des finishes classiques et tout ça, ou des tricheries. Voilà, les gens qui gagnent alors qu'ils sont KO, moi je trouve ça marrant. Ensuite, on a eu un match qui était plutôt sympa, mais où j'en avais pas grand-chose à faire honnêtement. C'est Ridge Holland contre Joe Coffey. Voilà, un match de Britannique, si je dis pas de conneries. Voilà. Et honnêtement, le match était sympa. C'était deux mecs costauds qui s'en envoyaient plein la gueule, qui en vrai, c'était sympa, mais c'est pas le style de catch que moi j'aime bien. Et en plus, je crois que j'ai vu tout le match, sauf le finish. Je crois que c'est le seul moment que j'ai pas vu. Je sais plus pourquoi, mais je regardais un truc sur Insta et boum. Non, c'était pas Insta, c'est pas maintenant, c'est pas ce moment-là. Je crois qu'il y a deux finishes que j'ai ratés parce que je regardais un truc sur Insta ou sur Facebook. Et là, je crois que c'est parce que je regardais mes messages, mais vraiment juste au moment où je regarde mes messages, boum, le match est fini. Je me dis, ok, bah ça marche. En plus, après, le finisher, pareil, de Ridge Holland. Alors, je trouve que sur des gens, c'est un peu ce que j'avais critiqué avec Obafemi notamment, c'est que ce genre de finisher sur des poids lourds comme le catcher, je trouve que ça a moins d'impact que quand ils le font sur des catcheurs beaucoup plus légers. Par exemple, une powerbomb, si c'est quelqu'un d'assez lourd qui fait sur quelqu'un d'autre d'assez lourd, comme Batista qui faisait ça sur le Great Khali, ça a pas trop d'impact. Par contre, un Batista qui fait une Batista bombe sur Rey Mysterio, bon bah là tu sens l'impact parce que le mec à côté il est tout petit. Et avec Kobafi ça fait pareil, quand il avait fait son finisher sur Tavion 8, j'avais pas trop ressenti l'impact. Par contre sur Dragon Lee, alors là on avait bien senti l'impact du finisher. Et je trouve que là avec Ridge Holland c'est pareil, c'est une sorte d'enfourchement et tout ça. Et effectivement, sur un gars comme Joe Coffey, on sent pas trop l'impact, mais je pense que sur un petit gabarit comme Axiom, Nathan Fraser, Dragoni, tout ça, je pense que le finisher aurait beaucoup plus d'impact. Euh, Bref. Et du coup, bah, c'est comme ça que va gagner Ridge Holland. Et après le match, il va se faire totalement casser la gueule par Gallus. Après, j'ai trouvé le segment un peu bizarre à la fin de match parce que ils ont pas arrêté de tabasser Ridge Holland en regardant vers l'entrée. C'est-à-dire que même la caméra, des fois, a filmé l'entrée, donc tu voyais le truc Vengeance Day dans 2 semaines, un truc comme ça. Du coup, je sais pas si ce sera le même week-end que le Royal Rumble ou le week-end après ou avant le Royal Rumble, je sais plus. En tout cas, ce sera dans la même période que le Royal Rumble. Mais c'était bizarre, ils n'arrêtaient pas de regarder l'entrée en mode est-ce que la sécurité va venir ou est-ce que c'est lié au logo Vengeance Day et qu'il y aura un match retour à Vengeance Day. Enfin, je comprenais pas pourquoi ils regardaient autant le stage d'entrée ou est-ce que quelqu'un devait faire à la base son entrée pour sauver Ridge Holland mais qu'au final la personne n'est pas venue. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre, je trouve, le segment de fin de match. Ensuite, on a pris le dernier match du premier tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic avec Joachim Phoenix
Non, Joaquin Phoenix, c'est quelqu'un d'autre, ça. Joaquin Wilde et Cruz del Toro contre Duke Hudson et Riley Osborne. Et j'avoue que là, quand j'ai vu le résultat sur Internet, j'ai été très surpris. Parce que pour moi, que Baron Corbin et, et Braun Breaker passent le premier tour, pour moi, c'était logique. C'était hyper logique. Que Axiom et Nathan Fraser gagnent également le match du premier tour, ça fait plusieurs semaines qu'on construit une amitié entre les deux et tout, qui se challenge sur des trucs et tout. Pour moi, c'était assez logique que eux aussi passent au premier tour, puisqu'ils se retrouvent en demi-finale contre Baron Corbin, Braun Breaker, et on sait que Braun Breaker et Nathan Fraser, il n'y a pas longtemps, voilà, ils ont eu des comptes à régler parce que Nathan Fraser s'était moqué du spear de Braun Breaker. Donc on sait que voilà, les deux s'entendent pas très bien, donc c'est très bien d'avoir ce match en demi-finale. De l'autre côté, la victoire de Melo et Trick Williams, pour moi, c'est assez logique aussi, au moins pour le premier tour. Euh, mais quand on en arrive à ce match, pour moi, la logique était plus de faire gagner Duke Hudson et Riley Osborne, parce que déjà, bah, ça permet de mettre Riley Osborne en avant, parce que bah, quand on regarde tous les autres catcheurs qui se sont qualifiés, il n'y a pas vraiment de nouveaux catcheurs, enfin du moins de jeunes catcheurs. Braun Corbin, Braun Breaker, voilà, bon, Braun Breaker est quand même assez jeune, mais il est quand même bien installé à NXT. Axiom, Nathan Fraser, ils sont pas super bien utilisés à NXT, mais ils ont quand même de l'expérience et tout ça. Quand tu prends la team, mais l'autre et Williams, pareil, ils sont quand même assez jeunes en termes d'âge, mais on a quand même deux anciens champions d'NXT, anciens champions nord-américains, bref, voilà, ils ont quand même un petit bagage derrière. Donc je me suis dit, ils vont peut-être faire gagner Duke et Riley Osborne, même si Duke a été champion par équipe, mais Riley Osborne, voilà, apparemment il est pas nouveau. Je sais que j'ai entendu qu'il venait d'NXT UK, mais quand même, il est vendu comme une nouvelle, enfin, une nouvelle recrue, quoi. Donc, je me suis dit, ils vont peut-être faire un truc autour, et en fait, non, c'est bien la LWO qui va remporter le match. Et pour moi, c'était inconcevable, parce que je le disais, la LWO, bah, ils font partie de SmackDown. Donc pour moi, je me suis dit, ils font partie de SmackDown, on les ramène, parce que les mecs dans le ring, ils sont incroyables. Et je me suis dit, voilà, on les met, ils vont faire le spectacle, et après on les renvoie à SmackDown dans la rivalité avec Santos Escobar et les ex Los Lotarios. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Et finalement, non, LWO a quand même battu Chase University. Et voilà, c'était très surprenant, dans un très très beau match. À nouveau, LWO a régalé. Alors de l'autre côté, bien sûr, Chase University a régalé aussi, hein. Forcément, pour qu'un match soit très bon, il faut que dans les deux côtés, il se passe des très belles choses. Mais j'ai surtout kiffé ce qu'a fait la LWO, parce que ils m'ont tellement surpris il y a une ou deux semaines avec le saut là de Joaquin White qui s'est envolé là. Ça m'a tellement surpris que je me suis dit mais je veux tellement en voir plus et bah là on en voit plus donc c'est très bien. Euh, et voilà. Et du coup, victoire de la LWO avec un moonsault de Joaquin Wilde, suivi du saut à moitié vrillé, là, je sais pas comment il s'appelle ça, de Cruz del Toro, comme la dernière fois où ils étaient venus à NXT. Et du coup, en demi-finale, Joaquim Wilde et Cruz del Toro affronteront Carmelo Hayes et Trick Williams. Donc là, honnêtement, je vois plus une victoire de Melo et Trick Williams pour faire une grosse finale de catcheurs de NXT, mais maintenant, je suis plus certain de moi, parce que même s'ils font partie de SmackDown, je pensais que la WO ne passerait pas le premier tour, histoire de mettre en avant les gens d'NXT, mais bon, maintenant je vois qu'avec Shawn Michaels, on peut s'attendre à tout. Ensuite, match entre Dijak et Trey Birhill après une petite altercation en backstage. Voilà. On a eu un match plutôt sympa. Pareil, j'ai pas vu le finish parce que justement c'est là où je traînais sur Instagram, l'Instagram d'une catcheuse dont je vais revenir juste après. Enfin, pas vraiment d'une catcheuse, mais bref, vous allez comprendre. Euh, Parce que du coup, on a eu le match plutôt intéressant. Trey Birhill a montré à quel point il était puissant. Vraiment, il a une puissance. Mais
Dijak il a l'expérience et il va finir par remporter le match. Match qui d'ailleurs est assez court, hein. C'était pas très très long comme match. Et forcément, c'est au moment où je détourne mon regard vers Instagram pendant quelques secondes, hein, j'étais juste en train de regarder une petite vidéo d'une fille d'NXT et, euh, et du coup, bah, le match était terminé. J'ai dit ok. Du coup, victoire de Dijak, je ne sais pas comment, parce que j'ai pas vu. Pour Ridge Holland et Joe Coffey, je le sais parce qu'ils ont fait un petit recap enfin, comme on voit de temps en temps, et du coup, bah, ça m'a permis de voir le finish. Que là, je crois qu'ils ont même pas montré le finish. À la fin du match, on a Joe Gacy qui a agressé Dijak. Du coup, les deux sont partis en baston vers l'extérieur du ring. Et de l'autre côté, on a Trey Hill qui s'est fait agresser par Lexi King. D'ailleurs, Lexi King qui a reçu une grosse huée du public en faisant ça, ce qui est très très bien parce que ça va permettre, lorsqu'il y aura un match, et d'ailleurs je crois que c'est la semaine prochaine, entre Trey et Lexis, du coup de donner de la pop à Trey Hill et de le mettre en avant auprès du public. Donc ça, c'était plutôt une bonne idée. Et ensuite, on arrive du coup au main event, main event qui est la Battle Royale Fatal 4-Way euh, de féminine avec 20 femmes euh, pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre de Gravel Carrière. Alors, j'avoue que le résultat m'a un peu déçu. Quand j'ai vu qu'il avait gagné, je me suis dit, ça me fait chier. Enfin, c'est pas ça me fait chier que ce soit elle qui gagne, particulièrement parce que c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, mais ça m'a fait chier dans le sens où je me suis dit encore elle. Je me suis dit à chaque fois qu'on a une nouvelle championne tout simplement, à chaque fois il faut qu'on ramène cette catcheuse là dans un match de championnat. Et je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, la meuf elle a tellement de prestance et tout, t'as quoi lui faire des rivalités, comme on l'a vu avec Kiana James, sans ceinture, et tu te dis pourquoi faut à nouveau lui faire gagner une grosse bataille royale pour aller vers le titre, alors qu'en réalité, elle n'a pas besoin de ça. Je pense que d'autres cas de choses auraient pu gagner du prestige en gagnant cette bataille royale et en allant affronter Lyra Valkyria sans forcément gagner, mais au moins ça aurait donné un peu de prestige à une autre catcheuse un peu moins expérimentée et un peu moins mise en avant aussi. Donc c'est plus sur cet aspect-là que ça m'a déçu parce que les Battle Royale c'est quand même cool. Tu te dis tu surviens de Battle Royale, c'est quand même un gros accomplissement, surtout là contre 19 autres femmes et on te fait pas gagner quelqu'un qui pourrait en profiter et gagner de la popularité. Honnêtement, je trouvais ça un peu dommage. Du coup, je vais revenir sur pas mal de petits points que j'ai notés, que j'ai trouvé intéressants. Alors d'abord, je me suis dit, je suis maudit. Je suis maudit. Wesley a été absent pendant je sais pas combien de temps. Il revient, boum, il se blesse. Alors que c'est mon catcheur préféré de NXT, donc plus de Wesley pendant je sais pas combien de temps. Cora Jade, qui est ma catcheuse préférée à NXT, pareil, elle a été absente pendant je sais pas combien de temps. Elle revient là, boum, on apprend qu'elle s'est blessée vendredi dernier. Donc plus de Cora Jade. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Mon catcheur, ma catcheuse préférée d'NXT sont blessés sur la même période. Je me dis, c'est hyper triste et en même temps, je me dis, mais ça me fait chier, j'aime tellement ces deux-là que bon bah après j'aime beaucoup d'autres gens à NXT, hein, je vais pas non plus cracher sur les autres hein, qui sont très très bons, mais je me dis en l'espace d'un ou 2 mois, mes deux catcheurs, mon catcheur et ma catcheuse préférée d'NXT sont blessés. Il faut le faire. Donc j'espère qu'il y aura quand même que j'aurai un petit retour de bâton entre guillemets et que Bailey gagnera le Royal Rumble au moins pour que j'ai un truc qui me fasse plaisir parce que là voir tous ceux que j'aime bien être blessés c'est un peu enfin, c'est un peu relou. En plus on a Seth Rollins que j'aime énormément qui est blessé aussi. On les enchaîne en ce moment. Bref, en tout cas quand j'ai vu la nouvelle ça m'a fait chier mais bon c'est comme ça en espérant pour Cora Jade que ça ne soit pas très très grave. Du coup, petite chose que j'ai notée d'intéressant, d'ailleurs la cacheuse, dont je regardais l'Instagram pendant le match de Dijak et Trey Hill, c'est, Adriana Rinzo, hein, je crois que c'est comme ça, heu, qui en gros c'est la manageuse de The Family, qui est tout le temps avec,
purée, j'ai oublié les noms des gars, de Stax et Angelo, et qui était également celle qui allait retrouver Chase University là avec les enveloppes ou pour essayer de récupérer la thune et tout. Bref, qui je trouve est excellente dans son personnage. La meuf elle est excellente dans son personnage. Et quand là, en fait, juste avant le match entre Dijak et Trey Birhill, il y avait un petit passage backstage où on voyait qu'elle allait être dans la bataille royale. Ce qui fait que bah, du coup, assez curieux, j'étais sur son Insta, parce que bah, je connaissais déjà son Insta, et je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu si elle a mis, des fois, tu as des catcheurs, des catcheuses qui mettent des entraînements physiques et tout. Je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil, et c'est à ce moment-là où j'ai raté le finish du match précédent, parce que je regardais une vidéo, elle était en train de pousser de la fonte, et puis bah, du coup, le match précédent s'est terminé là-dessus. Mais voilà. Et du coup, effectivement, avec Adriana Rizzo, elle pourrait, avec le temps, faire des matchs, parce que bah, en termes d'athlétisme, elle est incroyable. Hein. Regardez sur son Insta, elle a mis une petite vidéo euh, où elle fait du saut en longueur. Elle est juste incroyable. Et je crois que c'est même elle qui a gagné la compète et tout. T'as Gigi McDonough qui a fait une blague là-dessus par rapport au dropkick et tout. Enfin, franchement, faut aller voir, c'est vraiment sympa. Et pareil, on le voit de temps en temps pousser de la fonte et tout. Et franchement, je me dis que voilà, la construit petit à petit un peu comme Maxime Dupri, hein, qui à la base est juste manageuse et qui petit à petit on l'a commencé à lui apprendre à catcher, puis qui a fait des petits matchs. Alors c'est sûr que ce sera jamais sûrement aussi bien que ceux qui ont vraiment un background dans les arts martiaux ou réellement dans le catch-catch. Mais on l'a déjà vu avec Maxime Dupri que tu peux prendre une fille qui à la base est là pour jouer un personnage et la faire catcher et que le public aime bien. Euh, voilà. Là où à l'inverse, par exemple, Scarlett, elle, je crois qu'elle catchait avant de devenir la manageuse de Karrion Cross. Et c'est dommage qu'on la voit pas catcher. Moi, je trouve que ça pourrait être cool de voir Scarlett catcher, mais bon, c'est pas nous qui décidons. Et du coup, faire un peu la même chose avec Adriana Rizzo. Euh, alors par contre, je sais plus si Rizzo c'est son vrai nom de famille ou le nom de famille de son personnage. Si ça se trouve, je mélange les deux, mais je crois que c'est bien du personnage. Euh, mais du coup, de faire un peu la même chose avec elle, en plus, la semaine dernière, on a Jada Parker qui s'est rapproché d'OTM, qui est justement à moitié en rivalité avec The Family. C'est très intéressant parce que là, on revient sur le match. Et oui, parce que qui a agressé Adriana pendant le match? Eh ben, c'est bien Jada Parker. Et oui, Jada Parker qui est proche d'OTM, qui a perdu sa chance au titre contre The Family, bah, va agresser Adriana, qui elle est la manageuse de The Family. Ce qui fait que les deux vont se tabasser à l'intérieur du ring, elles vont rouler à l'extérieur quand tu vas se tabasser. Puis une fois qu'elles vont retourner dedans, elles vont se faire dégager euh, par Easy Dame et Lash Legend. D'ailleurs, Easy Dame, je l'imaginais pas aussi grande et costaud que ça. Quand, à côté de Kenna James, je me disais, voilà, elle est un peu plus grande, un peu plus costaud, mais et je l'imaginais pas dans la stature de géante comme Lash Legend. Honnêtement, je sais pas pourquoi, je la voyais pas de la même carrure que Lash Legend. Et quand je les ai vus, à un moment, les deux faire un fast-fight, je me suis dit, waouh, elle est si grande que ça et si puissante que ça, Easy Dame, je m'en rendais pas compte, honnêtement. Euh, et du coup, après que Jada Parker et Adriana aient été éliminés, les deux ont continué à se frapper dessus jusqu'à aller backstage. Donc ça annonce des choses plutôt intéressantes. On verra peut-être, avec après un peu plus d'entraînement, Adriana affronter Jada Parker en 1 contre 1, c'est possible. On aura peut-être un 3 contre 3 avec OTM, Jada Parker contre The Family et Adriana, comme on avait eu avec Alpha Academy contre Métaphore. On aura peut-être ce genre de match et tout. Je vous dis que ça peut être très très cool. Franchement, ça peut être très très cool parce que même si on n'a pas vu grand chose d'Adriana, parce que c'est pas non plus une catcheuse comme les autres, hein, elle n'a pas autant d'expérience, je trouve que ce qu'elle a fait c'était plutôt intéressant. Bref. Par la suite, Kelani Jordan va nous faire une Kofi Kingston. Alors ça, c'est un truc dont j'en ai marre dans les Royal Rumble, donc voir ça là, ça m'a fait chier. Mais en gros, c'est tu sais la personne qui se fait éjecter.
à l'extérieur du ring, mais qui arrive là, elle avait ratterri sur Jada Parker, du coup elle monte sur la table des commentateurs, et puis elle va sur le, le bord là enfin la barricade, et ensuite voilà, elle revient dans le ring, machin. En fait, c'est un truc qui me saoule parce qu'on nous fait ça tous les ans. Tous les ans. Et en plus, au bout d'un moment, on nous faisait ça 2 fois sur la même soirée, avec un coup avec Naomi, un coup avec Kofi Kingston. Et ok, tu fais ça une fois de temps en temps pour garder le truc en mode waouh, c'est impressionnant et tout. Mais tu nous fais ça maintenant tout le temps, c'est. Enfin, quand je dis tout le temps. C'est quand même une fois par an, mais c'est juste chiant parce que tu sais que quand Kofi Kingston, ou à l'époque où Naomi était là, tu sais que bah, qu'ils allaient automatiquement te faire ça à un moment donné dans le match. Et en fait, c'est juste chiant, quoi. Au moins, l'année dernière, c'est pas drôle pour Kofi Kingston, mais il a foiré le truc. Et au moins, tu dis, c'est bon, il y en a marre qu'on nous fasse ça tous les ans. Euh, voilà. Après, le public réagit bien à ce genre de choses. Honnêtement, moi, ça me saoule de voir en fait, de voir les catcheurs utiliser juste pour ça à chaque fois. Donc voilà, parce qu'en général, quand Kofi le fait, il se fait éliminer peu de temps après. Et Naomi, pareil. Au moins là, Kelly Jordan, au moins aura au moins résisté jusqu'au Fatal 4-Way. Un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? Oui, à un moment donné, on voit Lola Vice, Elektra Lopez tabasser Tatum Paxley dans un coin. Elles vont vite passer à autre chose, mais c'est marrant de dire voilà, elles ont perdu le match plutôt à cause d'elle. Donc là, hop, elles font un petit passage à tabac, c'était assez marrant. J'ai noté aussi euh, que c'est Lola Vice qui va éliminer Elektra Lopez. Et là, alors celle-là, je m'y attendais, mais pas du tout. Les deux étaient, je crois que les deux ont éliminé quelqu'un, je sais plus. Et, euh, et du coup, bah forcément, t'as les deux qui sont proches des cordes. Et du coup, Lola Vice décide d'éliminer son bras droit, hein, celle qui techniquement devait être pas réellement une manageuse, mais enfin, je sais pas comment les déterminer, parce que c'était pas réellement une vraie équipe, mais en même temps, elle faisait des matchs par équipe. Il y a des moments où, du coup, Elektra Lopez avait un peu un rôle de manageuse. Enfin, je sais pas trop comment définir la relation qu'elles avaient. Mais en tout cas, c'est fini, parce que Lola Vice élimine Elektra Lopez. Ensuite, bah, forcément, elle fait une célébration, parce que les catcheurs et les catcheuses, ils sont tous cons, quoi. Dans les Royal Rumble, les Battle Royale, ils éliminent quelqu'un, à chaque fois, faut qu'ils fassent des célébrations et tout alors que tu as du danger partout. Et du coup, bah, Lola Vice va directement se faire éliminer par Tattoo, en plus, je crois. Ouais. Et forcément, bah, Elektra Lopez va très très mal le prendre. Elle va agresser Lola Vice, et du coup, bah voilà, les deux se battent en retournant backstage. Donc, la petite amitié Elektra Lopez-Lola Vice, c'est terminé. Euh, et peut-être que c'est un aveu de confiance envers Lola Vice, que peut-être qu'ils se disent que, en fait, Lola Vice, elle a ce qu'il faut pour partir en solo, qu'elle a plus besoin d'un soutien et quoi que ce soit. Enfin, c'est peut-être une interprétation de la fin entre les deux femmes. Moi, je vois bien une petite rivalité entre les deux. Lola Vice battrait Elektra Lopez, c'est-à-dire qu'elle battrait quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience qu'elle, et ensuite elle tenterait de cacher son truc un peu plus tard et pourrait peut-être devenir championne. C'est comme ça que je vois les choses pour Lola Vice. Enfin, du moins, je kifferais que Lola Vice ait le titre cette année. Euh, Ensuite, j'ai noté qu'on a une Blair Davenport ultra résistante sur le tablier, qui va même réussir à se débarrasser, je crois que c'est de Gigi Dolin. Voilà, et par la suite, elle va tenter de virer Thea Hale jusqu'à se prendre un coup de pied dans la tête, un peu à l'aveugle enfin pas à l'aveugle, mais dans le sens où elle l'a pas vu venir, de Carmen Petrovic, ce qui fait que grosse élimination pour Carmen Petrovic qui élimine Blair Davenport, hein, c'est pas non plus n'importe qui, et Blair qui va tellement mal prendre qu'il va sortir Carmen du ring et va lui envoyer un vieux coup de genou bien puissant dans la tête, elle va la remettre dans le ring, et d'ailleurs, Kevin Petrovic va vendre le finisher de Blair Davenport jusqu'à son élimination. C'était assez marrant. Euh, et du coup, en revenant là-dessus, ce qui est assez marrant, c'est que Ariana Grace va tenter d'éliminer. Alors elle est très con parce que elle décide d'essayer d'éliminer les géantes, alors qu'elles sont même pas vraiment sur le bord des rings. T'as Lashley qui essaye d'éliminer quelqu'un, du coup, Anna Grace elle y va, elle est en mode vas-y, j'essaie de l'éliminer.
Puis elle voit qu'elle n'y arrive pas, du coup elle est en mode non, ok, j'y arrive pas, je tente avec quelqu'un d'autre. Elle va sur Izidame, et puis elle essaye, alors qu'il pareil, Izidame était pas au bord des cordes, elle essaie d'éliminer quelqu'un, et elle tente, elle fait ah non, j'y arrive pas non plus, et puis elle se retourne, elle voit j'ai envie de dire le cadavre de Karen Petrovic, parce que la fille n'a pas bougé d'un poil depuis qu'elle s'est pris le coup de genou. Et puis là, il se dit, allez hop, je la prends, pouf, je la dégage dehors, et c'était vraiment très drôle, parce qu'après, elle est très contente d'avoir éliminé Karen Petrovic, alors que la meuf n'a pu donner aucune résistance, mais Ariana Grey, ça me fait trop rire avec son personnage, franchement, j'aime beaucoup le personnage. Et voilà, on a aussi l'élimination, ouais, de Tatum Paxley qui va se faire éliminer en plein vol. Elle avait tombé de l'autre côté sur le tablier, et puis au moment de sauter pour revenir dans le ring, pour sauter sur les cordes, pour faire sûrement une prise, Lash Legend lui a envoyé un vieux big boot dans les airs. C'était assez impressionnant, honnêtement, et c'était pas mal. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre d'intéressant? Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, Izidame qui va dégager Thea Hale pour protéger Kiana James. Parce que du coup, Kiana James, enfin Izidame va beaucoup protéger Kiana James. Les deux, contrairement à Elektra Lopez de la Vice, vont réussir à s'auto-protéger entre guillemets, puisqu'Izidame va quand même être éliminé par euh, Fallon Henley et Roxanne Perez. Mais c'était plutôt intéressant, même si je trouve qu'elles n'ont pas autant travaillé en équipe que je l'aurais imaginé dans le ring, contrairement à Lola Vice et Elektra Lopez sont restées très proches l'une de l'autre pour attaquer d'autres catcheuses. Là où Izidame et Kenna James étaient assez éloignés, voilà, mais, euh, mais, euh, mais quand même, dès qu'une avait un problème, surtout Kenna James, hop, Izidame elle intervenait et sauvait Kenna James. Et d'ailleurs, ils ont bien fait de virer Izidame de la Battle Royale, sinon, je pense que Izidame aurait été capable de se sacrifier pour faire gagner Kiana James, hein. Tu fous toutes les autres dehors, tu t'allonges, hop, tu fais gagner Kiana James comme ça. Ça aurait été une arnaque, je pense que le public aurait hué à mort les deux femmes, mais je suis sûr que c'est un truc qui aurait été capable de se faire si Izidame était resté dans le Fatal 4-Way. Ce qui n'arrivera pas, bien entendu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tac, tac, tac. Oui, j'ai mis qu'il y a une brune là. En même temps, fallait s'en douter. J'ai pas noté son nom, mais j'aurais dû me douter que ça allait mener quelque part. Parce qu'en gros, t'avais une brune là, avec tout à moitié habillée en jean, euh, qui en gros, on n'a pas vu grand chose d'elle, ou alors c'est parce que moi j'ai pas trop regardé ce qu'elle faisait. Mais en fait, c'est la seule catcheuse qu'on ne connaissait pas spécialement à qui dont on a donné le nom pendant les entrées des autres catcheuses. C'est-à-dire que genre il y avait une petite blonde là qu'on a vue backstage avec Kelly Jordan. Je sais même pas c'est qui, je connais pas son nom à cette fille-là. On l'a vue dans le match, elle se fait éliminer par je sais pas qui, mais euh, mais je crois qu'on n'a pas trop cherché à nous dire spécialement qui était cette blonde. Euh, Par contre la brune là, en jean, elle on nous a donné son nom et c'est la seule dont on a donné le nom et je me suis dit sur le coup, je me suis dit, ok, ils donnent peut-être le nom des catcheuses qu'on connaît pas trop et tout. Quand j'ai vu qu'ils l'ont pas fait avec la blonde, je me suis dit, c'est un peu bizarre, mais bon, ok. Après, je me suis dit, on l'a déjà vu backstage et peut-être qu'ils avaient donné son nom à ce moment-là et c'est juste moi qui ai mal écouté. Et en fait, c'était juste pour qu'on retienne le nom de celle qui éliminera Lash Légende, puisque oui, cette fille, dont on ne connaît rien, a totalement éliminé la deuxième géante du match, toute seule, enfin toute seule. Lash Légende, je crois qu'elle est en train d'essayer d'éliminer quelqu'un, et du coup, cette blonde dont j'ai pas noté le nom a viré Lash Légende, et ensuite elle se fera dégommer par Kiana James et sera virée du match par Kiana James qui je crois lancera le Fatal 4-Way, si je dis pas de conneries. Euh, mais du coup, elle sera restée dans le top 5, donc c'est déjà pas mal comme performance. En plus, la seule personne que tu élimines, c'est quand même Lash Legend, qui est l'une des rares géantes de NXT, c'est pas mal non plus. Et après, tu vois, j'ai repensé au truc en arrière, je me suis dit, mais oui, c'est logique. S'il y a qu'elle à qui on a donné le nom aux spectateurs, aux téléspectateurs, je me suis dit en fait c'était logique, c'était juste pour nous préparer au fait qu'elle allait faire un truc de dingue dans le match. Bon, c'est sûr qu'elle allait pas le gagner, mais c'est sûr qu'elle allait faire un truc dans le match. Et on a vu ce que c'était, hein. Et c'était très cool, honnêtement. Bref.
Ensuite, on est passé au Fatal 4-Way. Donc, dans le Fatal 4-Way, il restait Roxanne Perez, Kiana James, Fallon Henley et Kelani Jordan. Voilà, donc un beau Fatal 4-Way, mais si Kelani Jordan, je suis pas fan du tout, honnêtement. Euh, Elle fait des bonnes choses dans le ring, mais m'intéresse pas plus que ça. Par contre, les trois autres, j'aime beaucoup. Et le match, en plus, il a duré presque 10 minutes, je crois, hein. Franchement, ça a duré très longtemps entre la Battle Royale, le Fatal 4-Way qui a duré presque 10 minutes. Franchement, c'était un main event génial. Mais au final, c'est Izzy Dame qui va sauver Kiana James d'un moonsault ou un truc comme ça de Kelly Jordan, qui elle ensuite va se faire enchaîner par le Pop Rocks de Roxanne Perez. Du coup, qui terminera le match? Et c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, encore elle, on la remet encore dans le match de championnat, on lui fait gagner un match prestigieux, entre guillemets assez prestigieux, dont elle n'a pas besoin. Bah oui, parce que Roxane Perez, elle n'a pas besoin de gagner ce genre de match ou quoi que ce soit pour aller vers le titre. Et voilà, je trouvais ça un peu dommage qu'on nous refoute encore du Roxane Perez, mais bon, c'est la chouchoute d'NXT, hein, c'est comme ça, fallait s'en douter. Euh, Après, on sait que face à Alir Valkyria, ça donnera un très bon match. Mais voilà, bah, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne le match. Peu importe qui, mais voilà, par exemple, on nous a pas mal fait pusher, par exemple, Fallon Headley. Donc là, ça aurait été l'occasion qu'elle ait une chance pour le titre et tout. J'aurais trouvé ça très très cool. Mais non, on nous refout du Roxane Perez. Sur ce point-là, c'est un peu chiant, mais en même temps, on sait qu'on aura un très bon match de championnat, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Et à côté de ça, bah, on voit ensuite Lyra Valkyria fêter sa challengeuse. Elle fait un petit face-à-face qui est vraiment très cool, hein. J'aime beaucoup l'attitude de Roxane Perez pendant le face-à-face. Voilà un peu pour le match. Donc en termes de preview, la semaine prochaine, on aura la signature de contrat entre Lyra Valkyria et Roxane Perez. On aura la première demi-finale du Dusty Rhodes Classic, enfin, Tag Team Classic, entre Braun Breaker et Baron Corbin contre Axiom et Nathan Fraser. Bon, j'imagine plus une victoire de Breaker et, euh, et Corbin avec ce nouveau nom d'équipe, The Wolf Dogs. Voilà. Et on aura Trey Hill contre Lexi King. Voilà. Donc le match en soi, enfin le show en lui-même était très bien. On a quand même, comment il s'appelle, Josh Briggs qui a été approché par JBL. C'est quand même pas mal, hein. Quand t'es un catcheur comme ça, t'es approché par une légende, même si bon, JBL hein, a beaucoup de casseroles à son actif. Mais bon, c'est quand même toujours assez valorisant d'être approché par une légende. Et un des moments que j'ai adoré, c'est la promo d'Obafemi. Alors, la promo d'Obafemi, j'en ai pas parlé spécialement parce que c'est une promo classique, hein. C'est voilà, je raconte mon background, pourquoi j'avais envie de gagner le titre. Maintenant, j'ai gagné le titre, voilà, c'est très bien. Maintenant, je vais être un grand champion. Bref, tous ceux qui gagnent le titre ont à peu près un discours assez similaire. Bon, bien sûr, chacun avec l'histoire de son personnage, mais voilà. Et puis en général, t'as un nouveau challenger qui se ramène, machin. Et, et voilà. D'ailleurs, Dragon Lee va demander à Obafemi de continuer les Open Challenge qui sont devenus un peu euh, un truc pas obligatoire, mais un truc typique du titre nord-américain. Et Obafemi va dire non, les Open Challenge, c'est fini. Il va dire, toi, tu veux un match retour? Eh ben non, tu n'auras pas ton match retour, hein. Enfin, du moins pas ce soir. Je vais y réfléchir pour plus tard, mais ce soir, tu ne l'auras pas. Mais ce que j'ai trouvé surtout incroyable dans la promo, en fait, c'est les réactions du public. Parce qu'en fait, à chaque fin de phrase d'Obafemi, le public va réagir avec un truc genre ouh, ou un truc comme ça. Et en vrai, ça donne un rythme, ça donne une ambiance particulière qui est incroyable, franchement. Regardez juste la promo. Elle n'est pas extraordinaire dans ce qu'elle raconte, parce que, encore une fois, tous les catcheurs qui gagnent le titre font le même type de promo. Mais juste pour l'ambiance, pour la réaction du public à chaque fin de phrase d'Obafemi, c'est incroyable. Franchement, j'ai kiffé avec l'ambiance. En plus, c'était en début de show et tout, ça te met bien dedans. Franchement, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. Bref.
Du coup, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de NXT, qui du coup va commencer à bien préparer Vengeance Day à mon avis. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.